Faire croire que limiter dans le temps les allocations de chômage va aider les demandeurs d'emploi à trouver un travail de qualité, durable et plus facilement, c'est vraiment trompeur. En effet, la personne qui est exclue des allocations de chômage perd non seulement du revenu, mais aussi du lien social et des possibilités de formation. Elle se retrouve de facto encore plus éloignée de l'emploi. De trop nombreuses fake news circulent autour des chômeurs. Il est temps de rétablir la vérité. Avec l'aide de divers experts et de témoins de terrain, nous allons vous montrer la réalité derrière les préjugés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Opinion CC. D'abord, commençons par quelques témoignages d'hommes et de femmes qui luttent au quotidien, car le statut de chômeur, ils ne l'ont pas choisi. Et pour la plupart, cette épreuve s'accompagne d'un fort sentiment de honte. Voilà pourquoi nos témoins s'expriment sous des prénoms d'emprunt et pour certains, dans la pénombre. J'étais vendeuse et j'ai perdu mon travail, donc je me suis retrouvée au chômage. En 2018, janvier 2018, j'ai fait des recherches de job. J'ai trouvé quelques intérimaires, j'ai travaillé comme inventoriste. Et c'était pas évident parce que c'était donc faire les inventaires des magasins. Et on commençait le soir. Toujours le soir, pourquoi? Parce que les magasins ils ferment entre 7h30 et 8h. On était payé 26 €. J'ai travaillé pendant 1 an, puis après on m'a refusé parce que, bon, on a l'âge aussi. Ok, donc on m'a refusé l'année d'après. Donc je me suis retrouvée encore au chômage. Puis j'ai trouvé des petits jobs comme intérimaire, mais c'est pas efficace de trouver un job où vous travaillez 1 fois par mois, 3 fois par mois, c'est pas suffisant. Et dans mon cas, quand je travaillais donc intérimaire, si je travaille 1 jour intérimaire, on me retire 2 jours de chômage. Donc pour moi, à la fin du mois, c'était pas évident. J'ai eu mon diplôme d'animatrice en sciences politiques, culturelles et sociales. Je cherche dans ce domaine-là, je ne trouve pas. J'ai envoyé beaucoup de CV. Depuis des années, j'envoie des CV sans réponse, sans réponse. J'ai constaté qu'à partir de l'âge de 45 ans, j'ai difficile à trouver un temps plein ou travailler toute la semaine. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discrimination à l'embauche. Soit c'est l'âge, soit on n'est pas bilingue, soit le diplôme ne convient pas, soit il ne faut pas être diplômé. Donc c'est très difficile aujourd'hui de trouver du travail. Moi, je ne veux pas rester au chômage. J'ai besoin de sortir de la maison, de travailler, j'ai besoin de bouger dans ma vie. Je suis journaliste. Arrivé en Belgique, j'ai commencé à demander de l'emploi dans le monde du journalisme. Mais malheureusement, j'ai eu des difficultés, peut-être parce qu'effectivement, soit j'étais surdiplômé ou mon profil ne correspondait pas à l'employeur. Alors, je me suis reformé, je me suis inscrit à l'IFAPME où j'ai fait 3 années en suivant une formation des réalisateurs audiovisuels chefs d'entreprise. Mais malheureusement, toujours, je n'ai pas d'emploi. Je n'ai pas de travail. Aujourd'hui, vous savez, j'ai 52 ans. Et lorsqu'on me demande par exemple de me réformer par exemple en hôtellerie ou en maçonnerie, c'est complètement difficile d'avoir du boulot par rapport au bagage, au background que nous avons. Je m'appelle Sophie, j'ai 37 ans et après 12 ans de travail, j'ai été licencié pour raisons économiques. Je gagnais 2800 € bruts. Et avec ce montant-là, j'avais déjà du mal à faire face pour nouer les 2 bouts, car je vis seul et j'ai 2 enfants. Pour le moment, je cherche un emploi. Et en tant que chef de ménage, je gagne pour le moment 1740 € au chômage. Je suis obligé de rogner sur tout, sur la nourriture, le médecin, j'y vais vraiment si c'est nécessaire. Je ne vais plus chez le dentiste, je ne m'achète plus de vêtements. Si je dois acheter des vêtements, je vais dans une ressourcerie et je ne sais malheureusement pas faire face à des imprévus. Donc ça devient vraiment très très compliqué. Il y a 7 ans, mon entreprise elle a fermé et je me suis retrouvé au chômage à 40 ans. Mais de là, j'ai entrepris des formations de tout genre. J'ai essayé carré, j'ai essayé chauffeur poids lourd, vendeur dans des magasins, et voilà. J'ai travaillé, mais toujours des petits boulots en tant qu'intérimaire, malgré mes recherches d'emploi diverses et variées. Les patrons, ils ne me prennent pas. Je n'osais même pas leur demander avec ça une attestation, comme de quoi je recherchais bien de l'emploi. Parce que sinon, pour eux, c'était il ne veut pas travailler, il ne veut uniquement des attestations pour son travail.
Hein, et pour ça, moi j'en avais besoin pour les contrôles de l'ONEM, mais on en parle hein, des contrôles de l'ONEM. Moi je les ai tous subis. Hein. J'ai reçu des convocations, 3 convocations, je devais prouver mon travail, et je l'ai chaque fois fait. Et chaque fois je devais prouver plus et faire d'autres recherches et toujours aller plus loin. Et tout ça, actuellement, je n'ai toujours pas de travail. Et je suis au chômage, donc on me dit que mes évaluations sont positives, et pour moi c'est pas positif. Je reste au chômage. J'ai fait une formation en ébénisterie, où j'ai travaillé pendant 6 ans pour un artisan, mais j'ai perdu mon job à cause du fait qu'il partait à la retraite. Après ça, j'ai fait un contrat PTP, donc c'est un contrat formation déterminé, où j'ai peint pendant 2 ans dans une école, mais c'était censé m'ouvrir des débouchés, j'ai quand même fini au chômage. Après ça, à 45 ans environ, j'ai fait une formation de cariste, où là, j'ai fait un petit peu d'intérim, mais rien de très porteur. Donc j'ai refait une formation de conducteur poids lourd, où là on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de débouchés et que j'allais pouvoir trouver un job. Mais en fait, à part un peu de bouche à oreille, etc., j'ai pas fait beaucoup de travail, et à chaque fois on me disait que je convenais pas, qu'ils avaient trouvé quelqu'un qui convenait mieux au poste. Est-ce que c'était mon âge, vu que j'avais déjà passé la quarantaine, ou est-ce que c'était parce qu'il y avait des personnes qui coûtaient moins cher à l'entreprise? Je ne sais pas, mais en tout cas on me prenait pas. Et donc là maintenant, je postule un peu partout, je cherche, mais je refuse de travailler en noir, je refuse de mal être payé. Je trouve qu'après toutes les années de carrière où j'ai toujours cherché un travail, je mérite d'être payé convenablement et je mérite du respect. On l'a entendu, les chercheurs d'emploi vivent en dessous du seuil de pauvreté, bien qu'ils soient en recherche active d'un travail. Et non, ils ne sont pas bien payés à ne rien faire. Pour s'en rendre compte, il suffit de se pencher sur le montant des allocations. Des montants dégressifs, faut-il le souligner. Comment ça se calcule? On voit ça avec notre expert de terrain. Contrairement à ce qu'on pense et contrairement à ce qu'on imagine par rapport au chômage à proprement parler, personne ne roule sur l'or. Hein. Donc lorsqu'on se présente dans un centre de service de la CSC, de la CAPAC ou de la FGTB, on vient avec les documents sociaux de l'employeur et on prend le dernier revenu brut de la personne en question, qui est plafonné à 3 365 € maximum, et on prend un pourcentage du revenu en question et c'est 65%. Donc pour un chef de ménage, ça tourne le maximum pour un chef de ménage, donc une personne qui serait le seul revenu du ménage, c'est 2100 € approximativement, le maximum. Et ce montant ne pourra jamais croître, il va que décroître, et de 3 mois en 3 mois, il va chaque fois baisser, il y a des paliers, un escalier, et personne au chômage ne s'enrichit, et personne au chômage ne souhaite ne pas aller travailler. Surtout dans une société telle que la nôtre, où le travail est une valeur prépondérante. Certains hommes et femmes politiques s'imaginent que en faisant disparaître un droit, hop, par enchantement, on va faire en sorte que le travailleur ou la travailleuse sans emploi va trouver un emploi immédiatement. Mais non, évidemment que ça ne va pas comme ça, ce n'est pas possible. Prenons l'exemple ici, un peu plus loin, il y a Audi-Forêt. Ces personnes aujourd'hui sont dans des situations dramatiques. Si elles risquent de perdre leur emploi, comme c'est un risque potentiel ici en question, elles vont être considérées d'abord comme des victimes de cette sanction de travail que j'appellerais le licenciement, et elles se retrouveraient après au chômage, et après 6 mois, on les considérerait comme des personnes qui profitent du système alors qu'elles ont été licenciées, et elles profiteraient du système aujourd'hui, et demain, au bout de 2 ans, elles seraient exclues. Elles ne bénéficieraient de plus rien, si ce n'est peut-être le CPS. On peut se poser la question de savoir pourquoi le chômage est un droit qui dérange. Quelle est la cause de cet élément-là, puisqu'en même temps le chômage est un problème non pas individuel comme on veut nous le faire croire aujourd'hui, c'est un problème de société, c'est un problème collectif. Et donc nous devons toutes et tous le prendre ensemble en main pour l'éradiquer ou le transformer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le chômage, c'est pas la belle vie, loin de là. Le chômage a un impact négatif sur la santé physique, mais aussi mentale des personnes privées d'emploi. Plusieurs études scientifiques le montrent clairement. Oui, c'est vrai que nous, on a plusieurs études. On a des études sur les inégalités de santé, et on a fait une étude en 2016 vraiment sur la situation de santé des chômeurs. Et c'est vrai qu'on a constaté que les chômeurs, ils sont en moins bonne santé. Déjà, c'est un groupe qui reporte plus ses soins que la population générale. Par exemple, il y a 4,5% de chômeurs qui reportent leurs soins, contre 1% chez les employés, et 17% de chômeurs qui reportent leurs soins dentaires, contre 4,5% chez les employés. Donc vous voyez, en fait,
les chômeurs, ils ont tendance à reporter des soins préventifs. Dans toutes les études que vous verrez, plus vous êtes précarisé financièrement, plus vous allez être en mauvaise santé. Comme il y a une moins bonne consommation des soins préventifs et du coup, l'état de santé général est moins bon. Donc, il y a plus de comorbidités, il y a plus de problèmes de santé mentale, plus de consommation d'antidépresseurs. Il y a une étude française qui a montré qu'il y avait plus de suicides aussi dans la population qui n'était pas au travail. Donc, c'est tous les indicateurs qui permettraient d'être éliminés par plus de prévention, ils vont s'accentuer chez les chômeurs. Il y a plus de mortalité aussi par rapport à la population générale et des comorbidités. Donc, du diabète, des problèmes cardiaques, des problèmes de maladies chroniques. Ça va être plus important chez les chômeurs. En plus, la santé, c'est pas juste être malade ou ne pas être malade. La santé, c'est d'abord ce qui nous permet d'avoir une bonne qualité de vie. Et en fait, l'OMS, il décrit la qualité de vie sur 3 indicateurs. Est-ce qu'on a de la sécurité? Est-ce qu'on a de la participation? Est-ce qu'on a une bonne santé? Et en fait, les chômeurs, sur ces 3 indicateurs, ils vont avoir des moins bons résultats. C'est-à-dire qu'ils auront moins de sécurité financière. Potentiellement, ça va impacter leur capacité à avoir un logement. Ça va impacter leur capacité à se projeter dans l'avenir, à pouvoir s'occuper de leurs proches. Donc, leur sécurité est impactée. Ils vont avoir moins de participation parce que, qu'on le veuille ou non, le travail, ça reste un facteur très important dans l'organisation de la société. Et donc, être privé de cette participation au travail, ça peut conduire à un sentiment d'isolement, un sentiment de perte de sens dans sa vie, un sentiment de ne pas pouvoir contribuer à la hauteur de ce qu'on souhaiterait contribuer. Ça va impacter négativement la qualité de vie et la santé. L'état de santé, il est moins bon aussi parce qu'on a moins accès. C'est-à-dire... les chômeurs, ils peuvent potentiellement pouvoir moins se payer des soins. On parlait du report de soins. Ils vont pouvoir aussi souvent être avoir des soins moins disponibles, moins pouvoir se déplacer si on n'a pas les moyens d'avoir une voiture, on habite dans une région isolée. Tous ces éléments-là, en fait, font que la santé est moins accessible pour eux. Donc, pour toutes ces raisons, c'est vrai qu'on va constater une détérioration de la qualité de vie et des moins bons résultats en santé chez les chômeurs. Pour avoir droit aux allocations, le demandeur d'emploi doit prouver que le chômage est involontaire. Et il doit donc répondre à toute une série de conditions, et ce, tout au long de la période de chômage. Que ce soit par Actiris à Bruxelles ou par le Forum en Wallonie, le chômeur est constamment suivi et contrôlé. Le Forum a mis en place un plan d'accompagnement adapté, spécialisé à chaque personne, et ils sont suivis en entretien de bilan, coaching, etc. C'est très formel et ils sont régulièrement contrôlés en accompagnement. Dans l'entretien de bilan, le premier entretien qu'ils ont, ils mettent en place un plan d'action de recherche active d'emploi cohérent avec leurs besoins et leur situation actuelle. Et ensuite, ils suivent le plan d'action. Lorsqu'ils ne suivent pas le plan, le Forum met en place un plan d'action formel de recherche active d'emploi. Si ce plan d'action formel n'est pas suivi, on met un ultime plan d'action formel. Et ensuite, sanctions. On a pu regarder dans les chiffres que pour 2023, il y a eu plus de 59 000 sanctions, dont 16 000 avertissements. La demande d'emploi ne rencontre pas l'offre de métiers en pénurie. Ça peut paraître bizarre, mais la réalité est bien plus complexe que cela. Et oui, un peintre ne se transformera pas forcément en ingénieur et inversement. Il y a aussi les exigences patronales, l'inadéquation des formations, les difficultés de mobilité, des conditions de travail compliquées et aussi l'évolution technologique qui ne s'arrête pas. En fait, il faut vraiment se pencher sur ce que l'on met derrière ce vocable de métier en pénurie. Alors, métier en pénurie, ou emploi en pénurie, ou secteur en pénurie. Ce vocabulaire-là est très diffusé, on l'entend très régulièrement. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites, surtout par des fédérations sectorielles, pour dénoncer l'ampleur des pénuries auxquelles certains secteurs font face. C'est une notion très compliquée en fait à appréhender, parce que c'est très difficile de mesurer en fait des pénuries de main-d'œuvre. On peut le faire dans des emplois où, par exemple, il faut des normes du nombre de personnes, par exemple le nombre d'élèves par classe, par enseignant. Du coup, là, on peut calculer s'il manque des enseignants ou pas, ou des infirmières, si on calcule le nombre d'infirmières par patient. Donc
Dans toute une série d'autres secteurs, c'est très compliqué. Pénurie d'informaticiens, pénurie de chauffeurs routiers, de bouchers et de menuisiers, de charpentiers, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'activité économique se réorganise. C'est difficile d'avoir une norme quantitative. Alors quand on parle de métiers en pénurie, ça donne donc énormément de réalités différentes. On parle plus généralement de difficultés de recrutement, ce qui attire plus l'attention sur le fait que c'est un problème de recruteurs qui ne trouvent pas, en quantité et en qualité, un nombre suffisant de candidats pour pouvoir faire une sélection et pour qu'ils puissent avoir le choix. Leur choix est restreint, en fait, pour une série de raisons. Quelquefois, ils peuvent avoir beaucoup de candidatures, mais selon eux, ça ne correspond pas à la qualité qui est demandée. Peut-être parce qu'ils n'ont pas envie d'investir en formation, ou peut-être parce qu'ils ne veulent pas s'engager sur du long terme, peut-être parce qu'il faut quelqu'un directement disponible, étant donné les contrats qu'ils offrent. Tout ça est extrêmement diffus, mais ça pointe l'intérêt, au fond, plutôt sur le travail des recruteurs. Donc, pour résumer, quand on dit pénurie de main-d'œuvre sur le marché du travail, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on peut le relier au nombre de chômeurs qui sont disponibles. Ce que l'on tente de nous faire croire également, c'est qu'il y a de l'emploi pour tout le monde en Belgique. Là aussi, c'est une fake news. Il suffit de se pencher sur les chiffres pour s'en rendre compte. C'est vrai qu'on a tendance à considérer que puisqu'il y a des emplois vacants, il y a des chômeurs. On va faire une simple équation et on va les remplir les offres d'emploi vacantes par le nombre de chômeurs. Ce qu'on oublie de dire, c'est de revenir un peu sur les chiffres du nombre d'emplois vacants. Donc à la louche, sur un trimestre en 2024, on est à 185 000 emplois vacants. Et si on le met en comparaison des demandeurs d'emploi, on est grosso modo à un peu plus de 500 000 demandeurs d'emploi en Belgique. Et donc évidemment, quand on fait le ratio, on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois pour tout le monde. Ce qui tend à démontrer que la mesure de la limitation des allocations de chômage dans le temps est avant tout une mesure idéologique. Il faut savoir que pour sortir des statistiques de chômeurs, de chômage de longue durée, il faut avoir travaillé plus de 3 mois. Et donc quand on creuse un peu dans ces chômeurs de longue durée, on se rend compte qu'environ 37 à 40% des chômeurs de longue durée ont déjà au moins travaillé une journée. Et donc voilà, ça a tendance à tordre le cou un peu à ce canard qui serait de dire que le chômeur, en gros, est juste profiteur et qu'il ne travaille pas. Ce n'est pas vrai. Souvent, on pense emploi et chômage comme des opposés. Et ça nourrit aussi tout un discours disant que les chômeurs sont des fainéants. Alors, à côté de leur activité déjà de recherche d'emploi, et toutes les études sur l'expérience du chômage montrent qu'en fait cette recherche d'emploi prend énormément de temps. Ça vient en contradiction avec ce discours des chômeurs fainéants, on va dire. Une grosse partie des chômeurs de longue durée, en fait, ce sont des personnes qui ont accumulé quelques périodes assez courtes de travail, n'ont pas réussi à rester dans des situations, dans un emploi. Et donc, en fait, ont conservé le statut de chômeur, n'ont pas travaillé suffisamment pour sortir du statut de chômeur, mais pendant les 2, les 3 années où elles sont au chômage, ces personnes ont connu des situations d'emploi. Et donc, c'est plus d'un tiers des chômeurs de longue durée en Belgique. À côté de ça, en fait, on a aussi des personnes qui travaillent, qui sont considérées comme des travailleurs, mais en fait, qui touchent le chômage. Donc ça regroupe beaucoup de statuts, que ce soit des personnes à temps partiel qui touchent des compléments de chômage, que ce soit aussi des personnes qui travaillent en intérim ou qui connaissent des successions de contrats à durée déterminée et qui, entre plusieurs missions ou entre plusieurs contrats, connaissent des périodes de chômage qui leur permettent de stabiliser leurs revenus. Et donc ça revient aussi à toute la question des travailleurs pauvres, qui est une question qui a beaucoup refait surface aussi avec le Covid. Et donc tous ces travailleurs qui sont en emploi de manière plus ou moins régulière, ne dégagent pas grâce à leur emploi des revenus suffisants pour tenir et en fait ont besoin du chômage
pour tenir, pour pouvoir vivre, pour pouvoir aussi être autonome d'autres revenus. Quand on parle de croisement entre emploi et chômage, donc de personnes qui cumulent un statut d'emploi et de chômage ou qui travaillent et qui touchent en parallèle des allocations de chômage, la plupart du temps, elles touchent ces allocations de chômage parce que leur travail de base est précaire ou qu'elles connaissent des conditions dégradées dans ce travail, que ce soit à cause de temps partiel, d'horaires restreints, de rémunération, de faible rémunération, aussi à cause d'instabilité de l'emploi. Donc en fait, ça ne concerne pas un choix, c'est des personnes souvent qui aimeraient obtenir un CDI, parfois qui aimeraient obtenir un CDI ou un contrat à temps plein dans le travail qu'elles ont, qui se disent compétentes, qui aiment leur travail, et en fait qui ont juste un salaire trop faible, des horaires trop faibles, ou alors un contrat qui est pas du tout, qui est instable, et donc qui leur permet pas de dégager des ressources pour vivre en fait, et qui ont besoin d'allocations de chômage en parallèle pour stabiliser ces revenus. Que proposent les entreprises aux demandeurs d'emploi? Et là, effectivement, c'est un peu la soupe à la grimace. Quand on prend un peu sur les offres d'emploi du Forum sur plusieurs mois, on se rend compte que à peine un tiers des offres d'emploi qui sont publiées sur le site du Forum sont des CDI. Et donc souvent, ce sont des CDD, voire des intérims, ce qui du coup fait le lien avec ce qu'on évoquait précédemment concernant les demandeurs d'emploi de longue durée qui font des prestations, mais dans des contrats intérimaires, et donc ça nous renvoie toujours à la qualité de l'emploi, et donc on ne solutionnera pas le problème tant qu'on n'abordera pas non plus les conditions de travail, que ce soit évidemment les salaires, mais aussi les contrats de travail, pour permettre aux travailleurs d'avoir des perspectives. Je pense que sociétalement, on aurait tout à gagner à ce que les entreprises fassent aussi leur part du job. Pour beaucoup, le chômage est le poste qui pèse le plus lourd dans la sécurité sociale. Et encore là, c'est une fausse information bien répandue. Le chômage, c'est une des branches de la sécurité sociale, au même titre que les pensions, les soins de santé, accidents de travail, maladies professionnelles. Et quand on regarde le coût du chômage, c'est un peu plus de 6% du coût total de la sécurité sociale. Donc c'est faux de dire que le chômage coûte cher. Un peu plus de 6% des coûts totaux de la sécurité sociale. D'autant plus que si on limite le chômage dans le temps, ces demandeurs d'emploi qui se verraient exclus des allocations de chômage, où allons-nous les retrouver ? Certains, on va les perdre de vue, ils seront dans une très grande précarité. Peut-être certains se retrouveront en maladie et invalidité, mais une grande proportion se retrouveront aussi à charge des CPS et sans plus aucun accompagnement vers une recherche d'emploi et vers un emploi de qualité. La priorité, l'enjeu pour les demandeurs d'emploi, c'est de créer des emplois de qualité. Sanctionner, appliquer une dégressivité ou exclure, ça ne crée pas d'emploi. Et oui, toutes ces mesures, le passé l'a montré, n'aident pas à trouver du travail. Les enquêtes qu'on a pu mener en Belgique, notamment sur les exclusions qui étaient décidées du fait d'efforts insuffisants, réputés insuffisants de recherche d'emploi, nous ont conduit à constater qu'il n'y avait pas un retour vers le marché du travail. Tout d'abord parce que l'installation dans le chômage longue durée fait que les personnes reconfigurent leur vie dans la situation de chômeur, perdent une série de liens sociaux, cumulent des problématiques de logement, de santé, perdent la confiance en eux, etc. Par ailleurs, souvent, ce sont des personnes qui ont travaillé, qui se voient arrêter le bénéfice des allocations de chômage, alors qu'en fait, elles se définissent par le fait de travailler. C'est-à-dire que là aussi, il faut faire attention à une sorte de dichotomie qu'on aurait entre ceux qui travaillent à temps plein, et puis ceux qui sont chômeurs ou les chômeurs de longue durée, qui seraient totalement éloignés du monde du travail longtemps et qui seraient à distance de toute recherche d'emploi. Ce n'est pas le cas. Tout notre dispositif d'activation les pousse au fond à montrer qu'ils sont dans une recherche d'emploi. Et puis surtout, ce que l'on observe quand il y a des exclusions, c'est plutôt la tendance la plus majoritaire, c'est plutôt l'installation dans la pauvreté, ou l'installation dans les difficultés, ou le passage au CPAS.
Mais ce n'est pas l'effet de sursaut qui serait attendu en se disant bon, la fin des allocations de chômage font que les personnes vont candidater et là vont travailler. Quand on durcit les conditions de chômage, notamment la dégressivité, mais aussi un certain effet quand il y a de l'exclusion, des personnes retournent ou retrouvent des emplois, mais qui sont souvent les emplois dégradés, aux conditions dégradées, en tout cas par rapport à ce qu'ils avaient précédemment, que ce soit en termes de forme de contrat de travail, de niveau de rémunération, de type de travail aussi, c'est-à-dire pas nécessairement du travail déclaré ou des mélanges de travail déclaré, non déclaré, etc. Donc, si l'effet qui est recherché par ces mesures, c'est d'alimenter les strates les plus basses du marché du travail, les moins régulées, là, il y a un effet. C'est prouvé, limiter dans le temps les allocations de chômage n'aide pas à trouver un emploi durable et de qualité. Pour la CSC, d'autres pistes existent. Elle mène actuellement campagne pour les faire connaître, mais aussi pour déconstruire les préjugés à l'encontre des chômeurs. Plutôt que de limiter les allocations de chômage dans le temps, on propose d'abord une réduction collective du temps de travail qui permette de partager le travail et d'arrêter de faire en sorte que des gens souffrent de trop travailler et d'autres souffrent de ne pas travailler. La deuxième chose, c'est qu'on crée de l'emploi, parce que pour nous, la limitation des allocations dans le temps, c'est l'illustration de l'échec du gouvernement qui n'a pas été capable, aucun gouvernement n'a été capable de lutter vraiment efficacement contre le chômage, et donc on lutte contre les personnes comme si c'était leur responsabilité individuelle, alors que c'est parfois même voulu, le chômage. L'économie en a parfois besoin, enfin pour l'économie néolibérale. Et puis la troisième chose, c'est les services publics, investir dans les services publics, parce que les personnes qui cherchent du travail, parfois, trouvent ça comme obstacle, c'est-à-dire que si on n'a pas d'endroit accessible financièrement et aussi par rapport à la mobilité pour déposer son enfant, laisser une personne dont on s'occupe, eh bien alors l'emploi devient inaccessible. Pourquoi une campagne fake news? Si un gouvernement peut se permettre de prendre des mesures aussi dures, c'est parce qu'il y a tellement de préjugés dans l'opinion publique qu'on se dit c'est pas grave, si on les exclut, si on les sanctionne, de toute façon c'est des fainéants, ou bien l'allocation est mirobolante, ou bien ils travaillent en noir, ou bien ils sont au chômage volontairement. Et en même temps, ces préjugés s'y continuent à vivre dans l'opinion publique, parce que chacun croit qu'il n'est pas concerné parce qu'il travaille et qu'il ne va jamais perdre son boulot, ou bien s'il perd son boulot, il va en trouver un autre, alors que la réalité n'est pas si simple. Et donc cette campagne vient démontrer que les préjugés que les gens ont dans leur tête ne sont pas vrais, et qu'ils pourraient être eux-mêmes touchés demain par le chômage, parce que chaque personne qui travaille peut perdre son emploi, comme chaque travailleur pourrait trouver un emploi, mais parfois même les préjugés empêchent les patrons d'engager des personnes qui sont au chômage et ils préfèrent débaucher quelqu'un ailleurs. On vient de le voir, la réalité est bien différente des clichés véhiculés à l'encontre des chômeurs. Alors dites non aux préjugés, non à la limitation des allocations de chômage dans le temps. C'est ici que se termine notre émission. Vous pouvez la revoir sur Ovio et sur les différents médias de la CSC. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel Opinion CSC.